Mais ce troisième axe privilégié, c'est celui du statut du praticien. Et là, je te propose d'écouter encore une fois le président sur cet aspect qui est un point essentiel. Il faudra aussi moderniser le statut de praticien hospitalier pour donner plus de souplesse dans l'évolution de carrière et dans la diversité des modes d'exercice. Là aussi, il faut faire tomber les cloisons. Un médecin doit pouvoir facilement passer d'un exercice en ville à un exercice à l'hôpital et réciproquement et surtout combiner les deux par un exercice mixte qui devrait devenir de plus en plus fréquent. Alors là, ça rejoint, si tu me permets, ce que nous dit Jean-Marie. La question essentielle de l'hôpital, c'est la fuite des médecins. Les différences de rémunération jouent un rôle majeur, tout à fait, notamment dans les plateaux techniques. Y a-t-il des mesures pour corriger ce point? Et là, quand même, alors on va venir sur la rémunération, mais il y a d'abord cette question statutaire sur laquelle on sent une volonté de faire bouger les lignes. Oui, alors l'idée d'avoir des médecins, et Benoît Péricard dans son intervention tout à l'heure parlait d'un statut sac à dos, c'est-à-dire une possibilité de passer d'un type d'activité à une autre. On voit bien dans la réalité concrète d'abord de l'aspiration des professionnels, d'autre part du besoin que nous avons, que effectivement d'avoir soit la possibilité d'être dans un statut de praticien temps plein à l'hôpital ou dans un statut libéral et avoir du mal à passer de l'un à l'autre est absolument pas cohérent avec les besoins auxquels on est effectivement confronté. Alors il y a dans les mesures qui sont annoncées, et au-delà de ce qu'a dit le président de la République et qu'on vient de nouveau d'entendre, il y a en effet dans le dossier qui a été remis aujourd'hui à la presse, dans ce qu'on appelle le dossier de presse, il y a un certain nombre de mesures. Elles méritent effectivement d'être examinées, d'être précisées, parce qu'on voit bien qu'il y a effectivement des choses du type suppression du concours de praticien hospitalier. Pour le moment, pourquoi pas? Ça veut dire quand même qu'il faudra définir, savoir si nous avons bien des praticiens temps plein à l'hôpital. Comment sont-ils recrutés? Ils sont quand même des personnels qui sont sur un statut public. Donc la règle du concours, qui est la règle dans la fonction publique, même si les médecins praticiens hospitaliers n'ont pas réellement le statut de la fonction publique. Enfin, s'ils sont praticiens publics, mais ils ne sont pas réellement au titre 4 de la fonction publique. Donc comment ce statut sera-t-il effectivement, comment on rentrera dans ce statut? Ça reste effectivement une interrogation. La possibilité d'avoir recours à des médecins contractuels, c'est tout à fait... Arrêtons-nous quand même un instant sur ce statut unique et surtout la suppression du concours PH, parce que c'est quand même à ce moment-là une dérogation à ce principe de l'accès à l'emploi public. Et on pourrait se demander si à ce moment-là, et ça répond d'ailleurs à ce que nous dit Guillaume C., est-ce que ce nouveau mode serait la détermination des postes vacants par département ou par région, et à ce moment-là une publication dans les ARS, et on pourrait imaginer un entretien préalable qui ait lieu d'embauche avec le directeur, le président de CME, le chef de pôle, et donc un recrutement intuitu personné. Alors, on se dit, tiens, voilà, peut-être que là, on serait sur un nouveau mode, sauf que... Si on est sur un recrutement intuitu personné, la question après se trouve posée de savoir comment on passe quel statut on garde quand on passe d'un établissement à l'autre. Voilà des questions, en tous les cas, sur lesquelles nous n'avons pas de réponse. Voilà des sujets, justement, on parlait de la méthode tout à l'heure, qui va nécessiter de la discussion, de la négociation. Mais c'est vrai que l'idée première qu'on vient de rappeler, qui est la possibilité de passer du statut de praticien hospitalier dans un établissement public de santé à un statut libéral, ou en tous les cas de passer d'une activité à l'autre, c'est de plus en plus nécessaire. On le voit bien parce que, en effet, les besoins de la population évoluent. L'offre de soins elle-même entre l'hôpital et la ville est en train d'évoluer. Donc il va falloir que les statuts, effectivement, évoluent. Oui. Alors, on voit qu'il y a après une kyrielle de dispositions destinées un petit peu à assouplir, faciliter, avec l'exercice temps non complet dans la fonction publique hospitalière, mais c'était déjà dans la loi statutaire, et il ne manque que le décret qui est toujours en attente. C'est la prime de coopération, mais elle existe
Sauf que si aujourd'hui... Elle existe pour les médecins. Pour les médecins, mais si on pouvait, je dirais, l'étendre au personnel non médicaux, ce serait une bonne chose. Il y a la question de l'intéressement. Et alors là, ça rejoint plusieurs des questions, et notamment ce que dit très justement Jean-Marie, c'est qu'il faut arriver petit à petit à harmoniser les modes de rémunération publique-privée. L'intéressement est certainement un axe, ça existe dans les autres fonctions, mais moi, je dirais, je vais là aussi mettre un pavé dans la mare, c'est qu'actuellement, on a une disposition très intéressante sur les plateaux d'imagerie médicale mutualisée qui permet des dérogations statutaires et qui permettrait d'arriver justement à cette convergence. S'il y a une convergence de la tarification, pourquoi n'y aurait-il pas une convergence des rémunérations ? Et cette convergence des rémunérations, on pourrait l'imaginer, et on peut l'imaginer d'autant plus facilement que nous allons commencer à envisager des financements au parcours. On voit bien là actuellement sur le diabète, sur des choses comme ça, sur des pathologies comme celle-ci. Ce serait très intéressant d'aller un petit peu plus loin. Sinon, moi, ce que je crains, c'est qu'on va s'arrêter en chemin. Le vrai problème, il est là. Il est de pouvoir valoriser le statut de praticien à l'hôpital. Alors bien évidemment, l'argent ne coule pas sous les ponts, il ne suffit pas de se baisser pour le ramasser. Bon, mais quoi qu'il en soit, il y a certainement des pistes à explorer pour aussi revaloriser globalement le statut du praticien. Je pense que c'est un élément important. Et le faire sur un projet médical. Tu évoquais tout à l'heure les plateformes d'imagerie mutualisées. En effet, c'est très intéressant, c'est encore pas suffisamment connu. Hein. C'est là aussi une disposition d'ailleurs qui résulte de la loi de janvier 2016. Elle permet en effet de pouvoir harmoniser les rémunérations, et on sait très bien que pour les imageurs, c'est un vrai sujet, et notamment la difficulté que nous avons pour trouver des imageurs à l'hôpital public, hein. Et donc de pouvoir en effet déroger au statut des praticiens hospitaliers et à la convention pour pouvoir homogénéiser les rémunérations est tout à fait envisageable. Mais sur un projet médical. Hein, et en effet, on peut très bien imaginer que dans une contractualisation avec un niveau régional, avec l'Agence régionale de santé, on puisse, à partir d'un projet médical, constater qu'il y a une cohérence qui là est affichée et qu'en fonction des objectifs affichés dans ce projet médical et entre les acteurs, on peut déroger à un certain nombre de règles de rémunération pour permettre effectivement de faciliter le service rendu à la population. Parce que c'est là, c'est vraiment une nécessité d'adapter notre système qui est satisfaisant dans beaucoup d'aspects, mais qui a quand même énormément de rigidités, qui se sont construites d'ailleurs au fil de l'histoire pour des raisons qui sont tout à fait fondées et justifiées. Simplement, il faut qu'on arrive à en sortir aujourd'hui de cette rigidité, parce qu'elle ne permet pas d'adapter des réponses différentes à des besoins différents des populations et des territoires. Tu as vu que nous avons quelques questions sur le système d'information. D'ailleurs, je salue Jean-Marc Nevac, qui très justement fait part de ce que les GHT ne sont pas encore opérationnels et ne le seront pas sans moyens dédiés, notamment sur les SI, et bien évidemment la remarque de Cyril Politique, que nous saluons également, sur quelle analyse faites-vous des propositions sur le numérique, dont l'une d'entre elles figurait dans la contribution FHF. Bravo Cyril de l'avoir pointé ainsi. Le numérique, nous n'en avons pas parlé parce qu'on ne pouvait pas parler de tout, mais on voit bien que le numérique est présent, je dirais, du début jusqu'à la fin de la chaîne. On voit le numérique présent déjà dans la MSP et on voit bien que là, il faut bien qu'on mette en place ce continuum et que le numérique est un élément fondamental. On le voit d'ailleurs aussi, ne serait-ce qu'à travers le déploiement de la télémédecine. Quand même, le 15 septembre, c'est une date importante. C'est celui où est mise en œuvre et en application la nouvelle convention sur la télémédecine, plutôt la téléconsultation. Et on voit bien que désormais, là aussi, il y a des moyens financiers, mais derrière, ça veut dire aussi que le numérique, là, ne va pas faire son entrée. Il va envahir le parcours de santé. Alors, il y a plusieurs choses dans les mesures. Il y a effectivement le renforcement du soutien apporté aux acteurs. Et on voit bien que la transmission des informations entre les acteurs passe de plus en plus par le numérique. Et le DMP, le dossier médical partagé, qui va effectivement être mis en œuvre, est un élément qui permet de rassembler des informations. Mais après, la question, c'est le partage des informations, effectivement, entre les professionnels. Mais tout ce que nous avons pu dire jusqu'à maintenant concernant la coordination, la fluidité, quel que soit le statut entre les différents professionnels, les différents acteurs sur les territoires, tout ça, effectivement,
effectivement ne pourra se faire, ne pourra réellement répondre aux besoins de la population que s'il y a le partage des informations. Et donc le partage des informations, c'est pas seulement des réunions de coordination entre les professionnels, c'est naturellement nécessaire mais c'est pas suffisant, c'est aussi la transmission d'informations sur des supports numériques en respectant naturellement la confidentialité. Là je ne reviens pas, il y a effectivement des règles et une réglementation, y compris européenne, récente, le RGPD, qui conduit à des obligations pour les différents acteurs, mais c'est absolument nécessaire. Et puis il y a le portage de l'information propre aux patients, avec la possibilité pour les patients de disposer, pour chaque Français, de disposer d'un espace numérique où il pourra avoir accès à ses propres informations le concernant, qui là aussi est une avancée considérable. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer l'organisation du système de santé sans naturellement y intégrer le numérique, sans y intégrer la e-santé, sans y intégrer l'ensemble des nouvelles technologies. Un petit mot pour Frédéric, on y a répondu tout à l'heure. Je crois que, par exemple, le fait que cette prime de coopération soit étendue aujourd'hui au personnel non médical est un élément important. Et que surtout, ne pas oublier l'ensemble des personnels. Ça, je pense que c'est fondamental. Et ça nous a très intéressé de voir que c'était quand même fixé et prévu, puisque de toute façon, on ne peut pas avoir non plus deux vitesses. Maintenant, c'est vrai que cette question de rémunération, elle est essentielle. Et je vois qu'il y a plusieurs questions, notamment sur le fait d'avoir radiologue public, radiologue privé. Je crois qu'aujourd'hui, il faut arriver à casser cette barrière infranchissable que nous avons aujourd'hui entre ce statut public et ce statut privé, entre ces intérêts privés et puis les intérêts publics. Il est désormais nécessaire d'envisager, de mettre les passerelles évidentes, et je crois que cette réforme va y contribuer. On le voit bien à travers le régime des autorisations, je l'ai dit tout à l'heure, et puis on le verra nécessairement petit à petit en ayant des statuts qui vont se rejoindre, parce que c'est ça aussi très certainement l'avenir. Oui, il y a une question, quelle place des EHPAD, quelles actions pour fluidifier la prise en charge des personnes âgées? Alors les EHPAD, on ne les a pas oubliés, on les a nous-mêmes évoqués tout à l'heure. On rappelle qu'à l'origine même, concernant les communautés professionnelles territoriales de santé, le lien avec les établissements médico-sociaux est évoqué dans la constitution des communautés professionnelles territoriales de santé. Mais les EHPAD, ils doivent avoir toute leur place dans l'organisation territoriale. Ah, oui. C'est absolument évident. D'autre part, on sait aussi très bien que la prise en charge des personnes âgées est pour certaines d'entre elles absolument nécessaires en institution, mais que les institutions elles-mêmes sont amenées à évoluer. Et qu'une personne âgée, si on peut trouver une autre solution, alors ça dépend naturellement de l'organisation territoriale, mais de maintien à domicile avec un environnement qui permet en effet de garantir la qualité de la prise en charge, c'est quand même mieux pour la personne âgée. Mais c'est là qu'on retombe sur la question de la démographie des professionnels, sur l'organisation fluide. Donc l'EHPAD doit être un acteur, pour résumer, effectivement de l'organisation territoriale. La prise en charge des personnes âgées ne se résume pas à l'EHPAD. Il y a d'autres modes de prise en charge qui doivent effectivement être organisés, y compris d'ailleurs avec des EHPAD permettant un accueil temporaire. Enfin, il y a plusieurs modes d'organisation, voire même, y compris l'utilisation des EHPAD comme institution pour apporter des réponses à des situations territoriales. C'est par exemple l'installation de cabines de téléconsultation dans des EHPAD au bénéfice d'une population dans un cadre territorial organisé. Donc il y a cette complémentarité, cette fluidité absolument à organiser dans lesquelles les EHPAD ont effectivement toute leur place. Et c'est là où j'ai lu d'ailleurs avec plaisir, tu sais, l'importance que je porte au maintien à domicile, et j'ai lu avec plaisir et intérêt que dans le cadre du projet territorial de santé est prévu notamment un axe important qui est celui de favoriser le maintien à domicile. Il faut que ce soit un axe et un axe fort. À compter du moment d'ailleurs où nous avons cette gradation des soins, où nous avons cette organisation territoriale, là il faut nécessairement qu'il y ait un focus particulier sur le maintien à domicile, sur tout ce qui peut contribuer au maintien alors, à la fois des personnes âgées, mais aussi des personnes pouvant souffrir de maladies chroniques. Voilà. Et ça, je pense que c'est à travers le projet de santé territoire, ça doit nécessairement y contribuer.
On arrive presque à la fin. Mais on arrive à la fin, je pense. Alors, on n'a pas tout vu, mais je pense qu'on a déjà fait un bon panorama de ce qu'étaient les annonces du président. Bon, maintenant, nous avons compris que, je dirais presque tout reste à faire. Hein. Nous avons la volonté politique, il y a des annonces, il y a des voies qui ont été tracées. Nous savons également qu'il y aura très certainement 2 véhicules législatifs. Le premier, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale, notamment sur les questions relatives au financement du parcours. Ça y a eu des annonces, dans le prolongement d'ailleurs du PLFSS précédent. Et puis il y aura un deuxième texte pour effectivement donner des outils juridiques aux différentes mesures qui sont ici envisagées. Ceci étant, je crois quand même qu'il faut retenir que ce n'est pas nécessaire d'attendre un texte législatif, parce qu'il y a déjà des outils qui existent, et on peut les utiliser. La question, c'est effectivement, comme tu viens d'évoquer, une question de volonté politique des uns et des autres, des acteurs sur le terrain. Quand on parle de décloisonnement, les groupements de coopération, ça existe. Il y a sans doute besoin ici ou là soit de toiletter la législation existante pour la simplifier, on l'a évoqué, soit d'imaginer, on a évoqué la nécessité d'avoir un outil juridique pour les CPTS par exemple, donc il y a certainement des outils, il y a la question des hôpitaux de proximité, de la gouvernance des hôpitaux de proximité peut-être à revoir, enfin même sans doute à revoir, c'est d'ailleurs annoncé comme étant un texte législatif, mais beaucoup de mesures qui sont annoncées dans ce plan peuvent être mises en place maintenant avec les outils qui existent. Et puis on est là pour trouver avec les acteurs les solutions les plus imaginatives pour utiliser ces outils au mieux de l'intérêt des acteurs eux-mêmes et de la population qu'ils servent. Eh bien, formons le vœu, y compris que la tutelle et les agences puissent entendre ces messages et entendu parfaitement les annonces du président, parce que je suis parfaitement d'accord avec toi, il y a les moyens aujourd'hui sur les territoires de mettre en place un grand nombre de ces mesures. Bien sûr, le financement viendra, bien sûr, il y aura la réforme du statut, etc. Mais d'ores et déjà, on voit bien que ces organisations de coordination, ces concertations, tout ça peuvent se mettre en place. Hein. Absolument. Bien. Mathilde, qui est la dernière intervenante, dit optimiste au pluriel, point d'interrogation. Oui, optimiste, mais en tous les cas, très conscient des enjeux et très mobilisé pour les mettre en œuvre dans l'action qui est la nôtre aujourd'hui, qui est d'accompagner effectivement les différents acteurs pour trouver les meilleures solutions à leurs objectifs. Tout à fait. Eh bien, merci Claude. Merci Laurent. Merci à toutes, merci à tous. Et on vous souhaite une excellente soirée et à bientôt.